Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire. On va attendre encore quelques secondes peut-être que les gens arrivent. Ça s'explique déjà sur le chat. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. On a fait un de nos records là sur nos webinaires, donc on est ravis que tous ces sujets vous intéressent. Vous êtes déjà très nombreux à l'heure aussi. Très ponctuel ce matin, très ponctuel. Alors ça peut être sympa de nous dire euh, quel est votre poste et dans quelle entreprise vous travaillez. Peut-être que vous vous présentiez pour que ça soit le plus interactif possible. Et puis on va laisser quelques minutes le temps que les gens se connectent. D'ailleurs, je vous propose un premier petit sondage pour patienter. Donc, vous avez l'onglet sondage où vous pouvez voir donc les différentes questions. On va essayer d'en publier pendant tout le webinaire. Et là, ma première question, c'est et vous travaillez depuis où? Est-ce que depuis le domicile, le bureau, une résidence secondaire ou un pays lointain? Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question. D'ailleurs, Louis, je ne sais pas où tu te trouves actuellement. Aujourd'hui, je suis chez moi T'es chez pour être toi? calme tranquillement. Et toi, tu es au bureau? Écoute, moi, je suis dans un petit cowork à côté de chez moi où je travaille pas mal en ce moment. C'est assez pratique pour les déplacements, en fait. Je gagne du temps. Et je suis au calme aussi parce que chez moi, pour tout te dire, je suis un récent papa Ah, bah, et félicitations. de jumeaux en plus. Donc, Oula. ça devient compliqué de travailler à la maison. Je comprends. Bravo. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc là, télétravail. Euh, Alors, je vois qu'il y a Pierre également. Euh, Bonjour Pierre. Hop. Donc, dans le petit sondage, on est à 13 au domicile, 8 au bureau. Par contre, personne dans un pays lointain ni dans une résidence secondaire. Là, je suis très déçu. Je pensais qu'il y avait des gens On cherchait des adresses. à la campagne, mais c'est pas trop le cas. Ok, on laisse encore quelques minutes que les gens se connectent. Euh, Est-ce que vous pouvez... je vois qu'il y a Geoffrey aussi. Salut Geoffrey. Pas mal de gens qu'on connaît. Ça fait toujours plaisir. Ok. Donc, pas mal de gens en télétravail. Donc, on est sur un mix. On est sur un mix. Enfin, ouais, beaucoup de gens quand même. 70% en télétravail, 30% au bureau. Et d'ailleurs, ce serait intéressant peut-être, avant qu'on démarre aussi, que vous n'hésitiez pas à nous dire quelles sont vos attentes autour de ce webinaire. Comme vous le savez, on va parler de recrutement et intégration à distance. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Et ça nous permettra aussi d'orienter comme ça le webinaire. Les gens continuent à se connecter. On est très nombreux, on est plus de 50 personnes live. Et ça continue de monter. On veut faire exploser les compteurs ce matin. Ça y est, on a la pression. Ah, merci Elisabeth pour votre message. Et puis pour Pierre, ok. De la curiosité, oui, beaucoup de curiosité, j'imagine. C'est ok. Est-ce qu'on on commence Ouais, allons-y, C'est parti? lançons-nous. Allez. Du coup, je vais partager mon écran. Hop. Alors. Hop. Que tout le monde voit bien, tout le monde nous entend bien. Nous entend bien. Juste si vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit oui, ça nous permettra d'être sûr que tout fonctionne bien au niveau technique. Super. Ok, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de recrutement et d'intégration. Vous le savez, vous connaissez le contexte actuel, on ne va pas revenir dessus, mais forcément, ça bouscule énormément nos process RH. Et aujourd'hui, on a vraiment, avec Louis, un expert du recrutement et du recrutement digital, et puis évidemment, A-Team, l'onboarding,
mais pas que, hein. C'est toute l'expérience collaborateur et comment on s'adapte aujourd'hui à ce nouveau contexte. Donc l'idée, ça va être de vraiment parler du process, du recrutement à l'intégration, en vous expliquant un petit peu quels ont été les changements, qu'est-ce qu'on voit chez nos clients, et évidemment en vous donnant les clés avec des tips et des conseils. Donc A-Team, c'est une solution qui permet de traiter l'onboarding et l'offboarding, mais pas que, qui travaille également sur l'engagement des collaborateurs, particulièrement adapté au travail à distance. Donc c'est une suite autour de l'expérience collaborateur. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 clients, une satisfaction très importante de la part des utilisateurs. Donc ça, c'est ce qu'on mesure tous les mois via notre NPS, et c'est près de 100 000 à 150 000 utilisateurs connectés tous les mois. Donc, on vous remercie tous pour votre confiance qui est de plus en plus nombreuse et pour ce développement qui a été très important finalement pour nous ces derniers mois. Louis, je te laisse présenter TalentView. Ouais, donc TalentView, c'est une solution de marketing RH en fait, qui va aider nos clients à gérer tout leur tunnel de conversion de candidats. L'idée, c'est de vous aider à transformer plus facilement les candidats et à aller plus rapidement les recruter. Et alors, quelques petits chiffres ensemble rapidement. On gère pour plus de 500 000 candidatures par an pour nos clients, pour plus de 70 clients. On gère les recrutements, ce qui représente plus de 4,5 millions d'annonces qui sont vues par an. Et là aussi, ce qui est hyper important pour nous, c'est la satisfaction de nos clients et des candidats. Et c'est quelque chose qu'on mesure au quotidien. On a 97% des candidats qui recommandent notre dispositif de recrutement qui est innovant. Que je vous propose, du coup, c'est tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et on a choisi de faire un petit parallèle avec Nathaniel, avec l'équipe d'A-Team, sur cette intégration à distance et ce recrutement à distance, et de le comparer à ce qu'on peut vivre nous tous quand on achète sur le web, quand on achète des produits. Et on se rend compte très rapidement que postuler une offre d'emploi et recruter et être intégré dans une équipe, il y a pas mal de similarités avec un process d'achat en ligne. Et avant de vous parler de recrutement, justement, tu peux passer à la slide suivante. Je vais vous raconter une petite histoire parce que ça fait un très joli parallèle. Il y a quelques semaines, moi, j'ai voulu me remettre au sport et je suis allé sur un site marchand pour acheter des baskets. Alors, le site était un peu bizarre, je vous l'accorde. Il y avait 3 paires de baskets, pour chacun une description très longue, mais j'ai rien compris, beaucoup d'acronymes. Basket, super pour courir, etc. Bon, j'ai cliqué sur le bouton acheter. J'ai rempli un formulaire de 96 champs. Ça m'a pris à peu près 20 minutes. On m'a posé plein de questions. Alors, mon niveau en escalade, mon niveau en espagnol, bon, ça n'avait rien à voir avec la basket, mais j'ai besoin de basket. Donc, j'ai cliqué sur le bouton acheter. J'ai mis ma carte bleue et là, j'ai reçu un mail qui m'a dit merci Louis pour votre achat. Si on vous a pas livré dans les 3 semaines qui viennent, on vous livrera jamais. Bon, bien sûr, ça n'existe pas un site marchand qui fonctionne comme ça. Et pourtant, si on passe à la slide suivante, on va voir que c'est comme ça que beaucoup recrutent aujourd'hui. Je prends 2 exemples très simples. Un process de recrutement où dès le départ, on me dit voilà, tu vas mettre 15 minutes pour postuler. Et l'autre process sur la droite, il y a vraiment 96 champs. Donc, je suis amené à mettre mon CV dans les 15. Ça va durer très longtemps. Et nous, notre constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus recruter comme ça, encore plus quand on recrute à distance et qu'on n'est pas en contact avec le candidat. Et ce qu'on vous propose, c'est aujourd'hui de vous appuyer sur 3 piliers, 3 éléments clés dans votre process de recrutement qui vont vous permettre de l'améliorer, et d'autant plus à distance. Ces 3 piliers, c'est l'expérience candidat, vous aider à travailler ce que va vivre un candidat quand il postule chez vous. Et c'est le premier contact, c'est la première poignée de main. Le deuxième point, c'est la performance du recruteur. Comment vous, recruteur, depuis votre bureau chez vous, vous allez pouvoir très rapidement entrer en contact avec les candidats et les sélectionner. Et puis le dernier point, c'est grâce à toutes les données et les analytics que vous allez collecter, comment optimiser ce process. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce premier contact que vous faites à distance avec le candidat, c'est ce tunnel de candidature. Et un premier point, nous, qui est hyper important pour nous, c'est la candidature en un clic. Alors, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. C'est super, oui, c'est très facile. Moi, je suis persuadé que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que on ne crée pas d'interaction avec le candidat. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'occasion d'aller les voir en physique. Si en plus, quand il postule, il lui suffit juste de cliquer sur un bouton, il va connaître assez peu de choses sur vous et assez peu découvrir votre entreprise. Donc, l'idée, c'est de créer vraiment une expérience qui est complète pour le candidat, qui va vous découvrir, être évalué, pouvoir éventuellement se présenter et bien sûr déposer son CV. Et c'est ce qu'on va voir dans la toute première étape qui nous est essentielle. Et tu peux passer à la slide suivante, Nathaniel. Yes. C'est la première chose quand on postule une offre d'emploi, c'est de pouvoir découvrir l'entreprise. Au lieu de sauter au cou du candidat et de lui demander son CV tout de suite, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous présenter, à prendre la parole
et à prendre la parole, pourquoi pas en vidéo. Vous êtes beaucoup à avoir des contenus marque employeur qui sont hyper intéressants, qui sont présents sur vos sites carrières. Alors c'est super, mais vos candidats ne passent pas tous par votre site carrière malheureusement. Et donc l'idée, c'est vraiment dans ce process de candidature, s'assurer que le candidat va voir cette vidéo de présentation. Avoir un contenu avec un message clair et ciblé. Et si vous n'avez pas ces contenus, eh bien, vous avez tous un super smartphone. Filmez-vous très simplement, très naturellement. L'idée, c'est de créer le contact avec le candidat et vraiment voir à qui il a affaire. Comme il ne peut pas vous rencontrer en vrai, c'est un premier moyen d'attirer le candidat. Et je vais prendre un petit exemple qu'on fait avec M6 sur le recrutement de tous leurs alternants. L'ensemble des managers qui vont recruter un alternant se sont filmés, chacun dans son bureau ou chez lui, et tout simplement présentent son métier. Et ça permet vraiment au candidat de se projeter, de se dire, bah, c'est lui mon futur boss. Yes. D'ailleurs, on a une question par rapport à ça, l'entretien vidéo. Ouais. Alors, l'entretien vidéo, ça cartonne hein, en période de Covid et en ce moment. Est-ce que la vidéo candidat n'est pas discriminante? Alors, c'est un sujet qu'on nous pose souvent. Notre point de vue, c'est de se dire que de toute manière, le candidat, vous allez le rencontrer. Donc, que ce soit pendant une vidéo ou dans un entretien physique après, vous allez le voir. Donc, l'idée, c'est plutôt de lever cette discrimination le plus tôt possible, lever ce frein et de proposer au candidat de s'exprimer dès le départ et donc de lever ces freins. Donc, vraiment, on pense que c'est un bon moyen justement pour des profils qui seraient discriminés sur un prénom, sur une origine, de tout de suite défendre leur profil dès le départ. Ok. Seconde étape, dans ce process de recrutement, nous, on vous invite à évaluer le candidat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous allez avoir des grands volumes de candidatures et de plus en plus, parce qu'on a beaucoup plus de gens qui vont être sur le marché du travail. Et donc, créer tout de suite un filtrage de vos candidatures. Poser des questions aux candidats pendant qu'ils postulent. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est 5-6 questions, pas plus, plutôt fermées pour qu'elles soient exploitables. Si vous leur demandez de rédiger un texte, vous allez avoir du mal à l'exploiter. Le but du jeu, c'est de vous aider à sortir le top 10 des candidats, top 10% des candidats sur lesquels il faut passer du temps et sur lesquels vous allez appliquer votre expertise RH. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Tape à l'œil notamment dans le retail. Ça a permis de vraiment filtrer les candidatures rapidement et de diminuer de 33% le temps de recrutement entre la diffusion de l'annonce et la validation d'un candidat. Et 33%, c'est vraiment gagner du temps et donc gagner de l'argent aussi dans son process de recrutement. Étape suivante, on vous invite à sortir du cadre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rencontrer les candidats malheureusement en physique. Il faut leur proposer quelque chose d'un peu différent. Proposez-lui déjà d'en dire plus sur lui. Et on parlait justement de l'entretien vidéo différé, par exemple, ou de la présentation vidéo. Nous, on invite les candidats à se pitcher en vidéo. Offrez-lui une zone d'expression supplémentaire qu'il ne peut pas avoir parce qu'il ne vous rencontre pas. Mais un point qui est extrêmement important à nos yeux, c'est qu'il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas exagérer non plus, et surtout, il ne faut rien rendre obligatoire. Si à partir du moment où vous créez une obligation, vous créez une friction dans la candidature, et donc vous créez une occasion de perdre le candidat. Et un point en fait qu'il faut garder en tête, c'est tout ce que vous allez demander au candidat, soyez vous aussi prêt à le faire. Je prends l'exemple de la vidéo candidat. Si vous invitez vos candidats à se pitcher en vidéo, ben faites-le vous aussi, faites l'exercice et invitez-les à le faire en vous pitchant en vidéo, de manière très simple, mais ça va vous permettre vraiment de voir un peu ce que c'est pour un candidat. Et un des tips, nous, qu'on a mis en place avec un client qui recrutait des grands volumes de candidats, ça a été, la problématique était de se dire comment j'explique mes métiers à mes candidats que je ne peux pas rencontrer. Donc, on a mis en place des webinaires, exactement comme celui qu'on est en train de vivre, avec un binôme métier RH. Et l'idée, c'est que ce binôme présentait un grand métier de l'entreprise aux candidats qui avaient déjà été présélectionnés. Donc, c'est pas un entretien collectif. L'idée, c'est vraiment d'aller alimenter les candidats avec des infos supplémentaires, de répondre à leurs interrogations, à leurs questions, de peut-être déjà anticiper d'ailleurs l'onboarding pour certains en répondant à des grandes questions. Et voilà, ce webinar permet vraiment de communiquer avec le candidat et c'est hyper important. Si je résume, pardon, et j'en profite pour publier un nouveau sondage, justement par rapport à l'ensemble de ces petits conseils, et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, Louis. Est-ce que aujourd'hui vous continuez les recrutements ou est-ce que justement vous faites attention ou vous êtes à l'arrêt? Et c'est aussi important de voir dans le contexte. Je pense que l'année dernière, ça fait déjà 1 an maintenant, avec le confinement, il y a eu un gel clair. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on voit que ça reprend vraiment de manière très forte, malgré les incertitudes sanitaires. Et là, je vois dans le sondage, en tout cas, que vous êtes quasiment tous à 75%. C'est hyper intéressant. Oui, à fond, vous continuez les recrutements. Et d'ailleurs, je voyais au niveau des attentes,
on avait vraiment des questions sur comment je peux recruter de manière complètement digitale pour mes magasins sans délaisser le recrutement classique. Et aujourd'hui, donc voilà, donc c'est vraiment trouver des éléments qui permettent de digitaliser. Là, je vois Christine, on continue à beaucoup recruter entre mars, et il ne faut pas l'oublier, tout en pensant évidemment au contexte sanitaire, il y a aussi des gagnants de la crise, il y a des entreprises qui reprennent très fort, et donc c'est aussi trouver des solutions pour aussi trouver des solutions optimistes dans ce contexte qui est compliqué. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal d'optimisme chez nos participants, et ça fait plaisir, parce que vous êtes 100% à être à fond. Donc, c'est très bien. Ça nous va. Ça nous va très bien, c'est rassurant. Et il y a une petite question sur la vidéo individuelle, là. Est-ce qu'on l'envoie par mail au candidat? Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Justement, on y arrive. Sur cette sélection de candidats et l'entretien et tout le, comment dire, le dialogue qu'on va avoir avec le candidat, je vais vous le montrer. Il faut adapter votre canal de communication au candidat et à sa typologie. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous envoyez des mails de refus en masse à des candidats, un mail envoyé comme ça en masse, c'est 20% ouvert. Donc, c'est 20% lu. Un SMS, c'est 98% lu. Un message WhatsApp ou un message via les réseaux sociaux, c'est 70% lu. Donc, il faut adapter son canal de communication au candidat. On recrute pour certains de nos clients qui recrutent des gens qui sont très jeunes. Il faut adapter. On consulte pas son mail de la même manière quand on a 20 ans que quand on en a 40. Donc, il faut adapter le canal de communication. Ça, c'est un point qui est important dans l'organisation des entretiens. Un autre point qui nous semble hyper important dans la sélection des candidats, et surtout quand on recrute à distance, c'est d'impliquer vos managers, vos opérationnels dans le processus de sélection. Et pour ça, si je reviens au tout début de la phrase, quand on a invité vos managers à se pitcher, à se filmer et à présenter leur métier, vous les avez impliqués dès le départ dans la construction de l'annonce. Ils vont avoir envie de vous aider à sélectionner les candidats. Ils vont y être impliqués. Et pour ça, il faut leur proposer vraiment un outil qui leur permet de le faire simplement, et surtout un cadre, une grille de lecture pour évaluer les candidats. Et donc, on vous invite vraiment à créer cette grille de lecture, cette grille d'évaluation pour vos managers, parce que quand ils vont faire les entretiens derrière leur caméra chez eux, il faut leur donner quelques tips. Et le dernier tip, nous, qu'on a vu avec un de nos clients qui organisait plus de 1000 entretiens en un mois pour des recrutements d'alternants notamment, c'est de donner le pouvoir au candidat pour sélectionner quand et comment il fait son entretien. Alors, je m'explique. On propose au candidat en fait de sélectionner via un outil de planification, alors Calendly ou d'autres, il en existe plein. Mais le candidat, au lieu de lui imposer une date d'entretien, il va pouvoir sélectionner dans votre agenda son créneau horaire quand il fait l'entretien. Alors, c'est vous qui allez limiter et qui allez le contraindre, bien sûr, mais ça permet de donner le pouvoir au candidat, déjà, et en plus de l'aider à se préparer à l'entretien, parce que derrière, il va être relancé automatiquement, on va pouvoir lui fournir des infos pour préparer cet entretien. Et tout ça nous semble très important. Ça va vous permettre de surtout diminuer le nombre de no-show aux entretiens, puisqu'en visio, c'est très facile de jamais se connecter, c'est très facile d'oublier un entretien. C'est plus facile que quand en physique, il faut se présenter dans l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important pour nous. D'ailleurs, le no-show, on en parlera aussi lors du pré-boarding. Ça ferait une transition parfaite, mais je vais te laisser encore. Et bien, last pour nous, le point hyper important, c'est justement à distance. Il faut que vous puissiez mesurer ce process de recrutement, mesurer son efficacité. Pourquoi? Parce que si vous ne le mesurez pas, vous ne l'améliorez pas. Et pour ça, on vous invite à faire deux choses très simples. Le premier, c'est de proposer au candidat un questionnaire d'évaluation pour collecter les feedbacks. Parce qu'un candidat verra votre process de recrutement différemment, à un œil différent de ce que vous avez vous. Et donc, évaluer ça vous permet aussi d'évaluer l'efficacité de votre marque employeur et la perception qu'ont les candidats de votre marque. Donc ça, c'est très important. Premier point. Et deuxième point, créez-vous un dashboard de pilotage avec des indicateurs qui correspondent à vos problématiques. Vous avez la volonté d'augmenter votre volume de candidature, de diminuer votre temps de recrutement, et vraiment mesurer ces éléments-là. Et ce qui est hyper important, c'est d'utiliser ces indicateurs quand vous êtes en board, quand vous êtes en présentation en interne, utilisez ces indicateurs comme moyen de communication interne aussi pour montrer l'efficacité de votre process de recrutement. Je vais prendre le cas d'un de nos clients qui est Crédit Agricole Consumer Finance. On est allé mesurer comment les candidats percevaient la marque CACF. Et on mesure ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui est le petit questionnaire qu'on a parfois de 0 à 10. Recommanderiez-vous ce produit? Là, recommanderiez-vous cet employeur? Serez-vous prêt à recommander d'aller postuler chez lui? Et on tombe sur un score qui est comparable à ce qu'on peut avoir chez Apple ou chez Google. Donc voilà, on sait que c'est une marque employeur qui est forte. Et le mesurer,
c'est un moyen de l'améliorer aussi par la suite. Ouais, qui me semble hyper important. L'entretien, bien sûr, ce qui a changé, c'est qu'il se fait à distance. Ça, on vous apprend rien. Vous allez utiliser plein d'outils différents. Un petit conseil, préparez-vous avec plein d'outils différents parce que parfois, il y a des problèmes techniques avec l'un et avec l'autre. Donc, il faut savoir, en fait, être assez flexible. Et ça, c'est le grand message qu'on a à vous passer. C'est faire preuve de beaucoup de flexibilité et de compréhension pour le candidat parce qu'il est chez lui. Son chat va passer sur le clavier. Ça peut arriver. Son enfant va pleurer. Et ça peut arriver. Et faire preuve un peu d'ouverture, ça permet parfois de briser en plus la glace de manière très simple. Ouais. Voilà, vraiment, cette phase amont. Qu'est-ce que tu penses des candidats qui passent des entretiens, je sais pas moi, en marchant dans la rue, sur Zoom Alors, nous, on demande aux candidats systématiquement une vidéo de présentation de pitch. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des comportements qui sont très différents. On a tous un comportement assez différent face à la vidéo et face notamment à nos smartphones. Alors, des candidats qui sont hyper à l'aise. Et donc, en effet, c'est dans la rue. Nous, ce qu'on se dit, c'est que si cette personne est à l'aise en marchant, le principal, c'est le message qui va passer plus que le cadre. Ouais, non, je te rejoins. Même si on va quand même imposer certaines limites. Hein. Il nous est arrivé de voir des candidats qui se pitchent en vidéo dans leur lit. Ça, on va peut-être pas pousser jusque-là. On a vu des pyjamas licornes passer de temps en temps. Mais voilà, il faut trouver un juste milieu. Je pense que on commence tous à s'habituer peu à peu à la vidéo. Ok. Bon, bah écoute, hyper intéressant. Et maintenant qu'on a sélectionné, il va falloir onboarder. C'est ça, exactement. Donc là, on a bien vu comment est-ce qu'on pouvait digitaliser son recrutement et quelles étaient un peu les étapes clés dans le cadre du recrutement. Et puis évidemment, bah, la suite logique, hein, c'est j'ai validé mon recrutement, j'ai signé mon contrat, et là va démarrer toute une phase qui va être, avant même l'arrivée, en fait, qui va être le pré-boarding. Et donc, le pré-boarding, c'est cette étape. On a mis ici une frise chronologique. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est, mais qu'est-ce que c'est que le pré-boarding? Ou même, qu'est-ce que le onboarding? À quel temps ça intervient? Et donc là, en fait, on a mis une frise ici pour vraiment clarifier. Donc, le pré-boarding, ça va vraiment être au moment où on accepte l'offre, on va signer l'offre d'embauche. Et donc, ça va durer jusqu'à l'arrivée. Donc, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et historiquement, les entreprises n'étaient pas forcément, ne communiquaient pas. On parle souvent de trous noirs, en fait, pendant cette période-là. Du coup, ce qui peut créer des problématiques d'engagement avec le candidat. Et puis, on va parler d'onboarding à partir du moment où on arrive jusqu'à… Alors, selon les entreprises, ça va varier, mais ça peut être une validation de période d'essai, ça peut être 1 an, ça peut être 3 mois. Voilà, donc c'est aussi s'adapter aux différentes étapes. Et d'ailleurs, avant même que je démarre la présentation, j'ai un autre sondage à vous partager, qui est: est-ce que vous avez eu des difficultés à intégrer vos collaborateurs à distance? Donc, vous avez trois possibilités. Oui, énormément. On revoit actuellement notre process, ou alors on s'en sort. Et le parallèle qui vient avec ça, c'est: est-ce que vous êtes actuellement équipé en solution digitale d'onboarding? Et donc, c'est des éléments aussi intéressants. Et ça donne aussi des tendances. Donc là, je vois déjà, vous êtes très nombreux à répondre sur le fait que vous êtes en train de revoir, pour plus de 60 déjà d'entre vous, votre process lié au distanciel. Et sur l'équipement, on voit que c'est très partagé, hein, que c'est beaucoup plus disparate, on va dire, avec seulement 30% des participants là qui… alors ça vote encore, hein, mais on voit des tendances tout de suite. 30% qui sont équipés, et la moitié qui ne sont pas équipés. Donc, l'objectif, c'est de vous sensibiliser sur je pense que vous êtes tous sensibilisés sur l'importance du pré-boarding et de l'onboarding, mais concrètement, pourquoi l'onboarding digital est devenu aujourd'hui quelque chose de très important, qui va vraiment favoriser l'engagement du candidat. Donc, je vais revenir sur la présentation. Donc, le pré-boarding, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, en fait, engager le collaborateur
dès les premiers instants. On dit souvent qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et en fait, il y a énormément d'attentes aujourd'hui au niveau des candidats, surtout des nouvelles générations. J'entends souvent, moi, aujourd'hui, de la part de mes clients, des candidats qui questionnent en fait recruteurs sur leur processus d'intégration. On voit, nous, en interne, par exemple, chez A-Team, c'est quelque chose qui nous permet même de faire la différence. C'est-à-dire le fait de dire, bah voilà, chez A-Team, tu vas avoir un process d'intégration. C'est quelque chose qui est très, très rassurant pour les candidats et ils ont envie, limite, de rejoindre A-Team pour vivre juste l'onboarding en fait, de chez A-Team. C'est des choses qu'on voit chez Gila. Et en fait, souvent, c'est souvent très stressant, cette phase aussi. On a ça comme retour de la part des candidats. C'est très stressant, le fait d'arriver dans une entreprise. Finalement, le fait de pouvoir rassurer, le fait de pouvoir communiquer, d'engager le collaborateur autour de ses valeurs, de son histoire, ça va finalement enlever tout ce stress. Ça va enlever aussi tout ce stress pour le candidat. Je voulais vous donner des exemples hyper concrets aujourd'hui, notamment de pré-boarding avec certains de nos clients. Donc, par exemple, Kiloutou, avec qui on travaille. Dans le cas du pré-boarding, le premier message, c'est la vidéo du CEO, du président. Et donc là, c'est très impactant en fait. C'est-à-dire que le président va s'adresser de manière personnelle au candidat et tout de suite créer le lien avec l'histoire de l'entreprise. Là, vous voyez ici des petites photos. Souvent, on nous dit finalement, mais l'onboarding, est-ce que ça ne remet pas en cause l'humain finalement qui est lié au processus d'arrivée? Et en fait, bien au contraire, l'idée, c'est de recréer ce lien humain. Il faut savoir que dans les entreprises, c'est beaucoup de feuilles Excel, c'est des process qui ne sont pas forcément suivis. Et donc, finalement, même si les équipes RH sont très attachées à accueillir bien le candidat, bah, ce n'est pas le cas forcément de tout le monde et on ne va pas avoir ce côté humain, justement. Et la plateforme permet ce côté humain. Là, par exemple, vous voyez ici, on va pouvoir identifier les personnes de son équipe. C'est-à-dire que là, j'ai des photos. Ça peut paraître simple, mais rien que de voir déjà les collaborateurs avec lesquels on va travailler, ça nous paraît très important. Je vais parler de Devoteam, qui est une boîte dans le conseil. En fait, la particularité dans le conseil, c'est qu'ils recrutent des étudiants et qu'ils ont des pré-boarding qui peuvent durer 3 mois, 5 mois, 6 mois, et que sur des populations de développeurs, en fait, c'est des gens qui sont extrêmement sollicités. Et donc, l'enjeu, c'était vraiment de créer un tunnel de communication avec les étudiants et les candidats. C'est-à-dire, en fait, à 3 mois, à 2 mois, à 1 mois, à J-15, pour vraiment s'assurer que du coup, il y ait ce lien et diminuer, en fait, ce qu'on appelle le taux de no-show. Tu en parlais, en fait, chez Devoteam, les consultants sont placés chez les clients dès le premier jour. Et le fait de ne pas, finalement, d'avoir le fait d'avoir une perte des candidats qui ne viennent pas, il y avait une perte financière qui était colossale chez eux. Et donc, grâce à l'outil, on a maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec eux, pu mesurer la diminution de nos shows et elle est de 15%. Donc, ils sont très contents. On espère qu'ils vont le rester encore plus longtemps. Alors, je vois que là, je vois que dans les questions, il y a des petits soucis techniques. Est-ce que j'enlèverai pas mes écouteurs? Ouais, on a quelques grésillements, j'allais te dire. Toi, tu l'as aussi, Louis? Ouais, okay. un petit peu. Ok, je vais peut-être enlever mes AirPods. Hop, attends. Pas de souci. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions également dans l'onglet questions. Comme ça nous permet de marquer dans la vidéo où se fait la réponse. Et ça vous permettra de retrouver, parce que vous recevrez le replay de ce webinar. Donc voilà. Okay. Est-ce que c'est mieux, Louis, là? C'est formidable. Ok, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que tout va bien, parce que je vois vos commentaires. Donc la partie conseil, alors donc c'est vrai que c'est vraiment, on voit qu'il y a d'autres cabinets de conseil avec lesquels on travaille qui ont des problématiques similaires. Et donc, pour nous, c'est important et c'est pour ça qu'on travaille notamment aussi avec Octo Technologies sur ces sujets-là.
Donc, en termes de bonnes pratiques, ici, je vous ai donné quelques petits tips qu'on a vus chez nos clients. C'est par exemple, lors de l'embauche, d'expliquer le système de rémunération, de tout de suite envoyer des petites vidéos de l'entreprise, d'expliquer les bénéfices. Donc ça se fait au niveau de l'embauche. Bon, tout le monde entend très bien, c'est parfait. À moins de 3 mois, la promesse d'embauche, informer l'équipe de l'arrivée. Envoyer des invitations à des événements, ça peut être par exemple des présentations, ça peut être des présentations de la société, ça peut être une prise de contact avec le manager. Voilà, c'est de garder. Nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'était intéressant. On a fait notre fête de fin d'année. Évidemment, Covid, en respectant les mesures Covid, on a fait très attention à ça. Et une candidate qui doit nous rejoindre dans quelques mois. On l'a invitée à cette fête de fin d'année et ça a permis en fait qu'elle rencontre déjà l'équipe, qu'elle se familiarise avec l'environnement, la culture et en plus, ça s'est hyper bien passé. C'est très bien entendu avec l'équipe et ça lui a donné envie, ça l'a rassuré, sachant qu'on avait fait tout le process de recrutement à distance. Donc ça, c'était intéressant, évidemment, à moduler avec les règles Covid actuelles, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être fait. La commande des outils, pourquoi pas un déj avec l'équipe, une prise de contact avec le manager. Donc là, vous voyez, en fait, c'est vraiment des tips. On pourra de toutes les façons vous envoyer ces éléments-là pour que vous ayez aussi des conseils. Alors, je vois une question de John sur comment recruter, comment est-ce qu'on fait en urgence lorsqu'on a un candidat qui arrive dans 2-3 jours. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Clairement, on peut pas faire tout ça parce que et donc là, juste pour info, dans un outil digital, on va pouvoir dire ces contenus-là, si la date d'arrivée est trop proche, on ne les affiche pas. Donc ça, juste pour info. Donc on peut peut-être recadencer le pré-boarding sur des profils qui arrivent dans 2-3 jours. Donc c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients. Et dans ce cas-là, en fait, on imagine le parcours de telle sorte à ce qu'on va mettre peut-être juste 1 ou 2 vidéos, quelques contenus, mais qui est quand même quelque chose. Et que finalement, ce qui a été prévu pour un pré-boarding qui peut être un peu long, va être adapté à un pré-boarding très court de 2-3 jours, puisque en fait, ça arrive souvent. Votre manager vous appelle, j'ai le candidat qui arrive le lendemain. Là, en général, les RH essaient de garder leur calme. Parce qu'ils savent tout le travail qu'ils doivent faire. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des dates fixes. Ça dépend des industries, mais par exemple, tous les premiers du mois, les personnes arrivent dans l'entreprise, surtout les entreprises qui recrutent beaucoup, et avoir un fonctionnement de promo pour qu'elles puissent aussi s'organiser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est cet enjeu de promo. D'ailleurs, John, je serais curieux de savoir aujourd'hui, justement, comment vous faites lorsque vous recrutez un candidat. Est-ce que vous avez cette notion de pré-boarding? Est-ce que vous lui faites vivre l'expérience Franprix? Ça peut être intéressant d'avoir ce retour en live. Au niveau de l'onboarding, donc comment ça se passe? L'onboarding, en fait, et là on a fait le parallèle avec le processus d'achat finalement, qui est la réception. Mais là, Louis, je sais que tu viens aussi du marketing digital et parfois, marketing et RH ne font pas forcément bon ménage. Il faut que la promesse soit délivrée. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'on voit quand même, je pense que c'est un mot, on en a parlé déjà pour ceux qui nous suivent sur de nombreux webinaires de cette notion de marketing. Je pense que l'idée, c'est plutôt d'avoir une personnalisation, en fait, de se dire on va s'adapter. Chaque personne est différente et on peut peut-être pas s'adapter à un alternant comme on s'adresse à un senior ou comme un nouveau manager à un CDI, un CDD. Donc, en fait, c'est se dire aussi, on va adapter notre politique RH et notre discours RH et finalement, c'est être encore plus pertinent. Donc, l'arrivée et la fidélisation. Donc, l'onboarding, on va dire aujourd'hui, c'est quoi les bonnes pratiques d'onboarding et comment structurer en fait un programme d'intégration. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner quelques tips. Quelques chiffres juste avant, en fait, on a des vrais enjeux de turnover liés à l'intégration. On voit que 17% des collaborateurs, selon LinkedIn,
quittent l'entreprise lors des 3 premiers mois, plus de 23% la première année, et c'est près de 69% selon d'autres études comme celle de SHRM qui affirment que 69% des collaborateurs qui ont eu un programme d'onboarding restent au moins 3 ans. Donc, on voit qu'il y a un impact clair entre turnover et onboarding. Et donc là, l'idée, je ne sais pas si on verra bien, mais je vous présenterai d'autres exemples par la suite. Là, c'est typiquement ce qu'on a réalisé avec Mon Marché sur bien informer le salarié sur les conditions d'arrivée, donc préciser quelle est l'heure du rendez-vous. Par exemple, ça peut être utile lorsque le collaborateur arrive la première journée, si le bureau ouvre à 9 h, de lui proposer de venir peut-être à 10 h ou 10 h 30 pour laisser les équipes s'organiser. Donc là aussi, c'est d'être clair sur l'adresse ou le distanciel. Ensuite, la logistique, comment ça va être piloté. Et là, on va voir également faciliter, en fait, avec Mon Marché. L'idée, c'était de créer des rendez-vous, différents liens pour faciliter la création et la cohésion. Un tips, aujourd'hui, ce que je vous conseille vraiment, c'est cette notion de planning d'intégration. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. D'ailleurs, c'est vraiment adapté en fait au contexte distanciel. Quand on parle d'onboarding à distance, une des clés, c'est de s'assurer que le collaborateur, lors de ses premières semaines, lors de ses premiers mois, il a les rendez-vous qu'il faut avec les différents directeurs de pôle, avec le CEO ou le top management de la boîte pour présenter la stratégie, avec les autres membres de l'équipe. Ça peut être un apéro, ça peut être les points avec le manager. Qui sont également calés. En fait, il faut que le collaborateur n'ait pas forcément de questions à se poser au départ. Alors, évidemment, il y a des approches aussi, ce qu'on appelle bottom-up, où le collaborateur lui-même peut être moteur lors de son intégration, et on verra comment aussi, finalement, créer, changer la posture en fait, du collaborateur. Mais la clé, c'est les formations, les rencontres, mixer avec l'équipe, et pour ça c'est de caler un planning d'intégration qui soit hyper clair, et sur ça d'ailleurs vous pouvez aussi alors vous inspirer sur A-Team. On a beaucoup de templates qu'on met à disposition sur notre site internet où vous pouvez voir par exemple comment fonctionne telle entreprise sur son intégration, ou en fonction du style, c'est-à-dire qu'on peut avoir des intégrations qui soient très fun, très marrantes selon la culture. On a aussi des intégrations qui peuvent être beaucoup plus corpo ou beaucoup plus classiques. Et donc, là aussi, c'est de se dire, je peux adapter mon programme d'intégration en fonction de mon style et de la culture de l'entreprise. Parce qu'évidemment, si je suis dans un grand groupe, je ne vais peut-être pas avoir le même type de ton que si je suis dans une startup. C'est évident. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut adapter tout ça à la culture de l'entreprise. Une des bonnes pratiques également, c'est cette notion de feedback, puisqu'en fait, ça nous permet d'être alerté en tant que manager s'il y a un problème. Et donc là, l'objectif, c'est par exemple de récolter un feedback suite au processus de recrutement, pour, comme tu l'as dit, Louis, évaluer le NPS et l'améliorer. Mais ça va être la première semaine. Quels ont été les éléments qui t'ont plu? Quels ont été les éléments qui t'ont peut-être moins plu, et de pouvoir agir sur ce feedback. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est on va également aller beaucoup plus loin que le simple feedback, c'est la capacité aussi de générer des plans d'action et des actions pour les managers. Donc, imaginez, le feedback n'est pas bon. En tant que manager, je n'ai pas besoin de savoir s'il est bon ou pas. Je vais être alerté automatiquement par la plateforme qui va me proposer une action pour, par exemple, aller recréer du lien. Donc, si quelqu'un ne se sent pas bien, automatiquement, ça va caler un rendez-vous. On a eu le cas, nous, je vous dis, chez A-Team en janvier, où en fait, on a recruté quelqu'un et la première semaine, typiquement, elle a changé de manager, et j'ai été alerté comme quoi ça n'allait pas. Et en fait, grâce à son feedback, j'ai pu agir très vite sur le fait de comprendre qu'est-ce qui n'allait, qu'est-ce qui n'allait pas, et on a pu réajuster. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment des outils. Pardon ? Est-ce qu'il y a des moments clés justement pour aller récupérer ces feedbacks?
Est-ce qu'il y a des grandes étapes dans la vie de l'intégration où tu nous conseilles de vraiment demander du feedback? Parce que Ouais, trop de bien feedback sûr. peut aussi tuer Bah, je pense que la première semaine, c'est un bon moment. Par exemple, tu peux aussi demander à J+30 au bout d'un mois. Mhm. Et puis, il y a le classique rapport d'étonnement qui est en général au bout de 3 mois. Donc, nous, ce qu'on va quand même conseiller, c'est d'avoir une politique de feedback hyper régulière. Mais encore une fois, il faut pouvoir agir sur le feedback et pas que ça soit du feedback pour du feedback. Donc, ça, c'est important. Ouais. Parce que finalement, le risque qu'il y a, c'est que les collaborateurs aussi s'expriment, mais que cela ne soit pas traité. Donc, c'est là où le travail du manager et des plans d'action sont très importants. Et c'est là où justement aussi, on voit en tout cas que c'est important. Peut-être juste, alors c'était intéressant, tout à l'heure j'avais une discussion avec John qui nous racontait un petit peu le pré-boarding. Et donc, en fait, on voit que le candidat, il a du contenu avec des vidéos, des tutos, un planning. OK, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je vois que vous êtes assez avancé déjà. Avec même un système de réalité augmentée. Donc, écoutez, c'est vraiment top, hein. Je pense que les candidats doivent être. Est-ce que vous avez le retour justement des candidats sur votre onboarding? Je pense que ça pourrait être hyper intéressant aussi et est-ce que vous avez aussi vu un impact? Je pense que même si ça peut être encore un peu tôt, parce que c'est vrai que, encore une fois, je parle de vécu en tant que manager, en tant que CEO. Le jour et la nuit entre un collaborateur bien onboardé et mal onboardé, en fait. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. On va tout de suite démarrer du bon pied, avec un enthousiasme. On va transmettre finalement un peu ce côté feu sacré que peuvent avoir les fondateurs, que peuvent avoir les associés, certains managers, mais parfois on a du mal à transmettre ce feu sacré auprès des employés. Et donc, ça passe par avoir un process qui soit millimétré pour justement tout faire pour transmettre ce feu sacré. Peut-être juste un dernier point pour finir et d'ouvrir un peu aussi le scope. Je vous parlais d'onboarding, mais on va aussi parler de reboarding et de offboarding. En fait, on va vraiment parler de l'ensemble des moments clés de l'expérience collaborateur. Et un cas d'usage qui était hyper intéressant, c'était suite au déconfinement en mai, c'était le retour sur site. Comment finalement ça s'apparente à une sorte d'onboarding, mais pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc là, ça va être la capacité de récupérer du feedback, de former les collaborateurs sur les nouveaux protocoles, de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer sur site et finalement que si je viens sur site, ça ne soit pas pour rien. Ça, c'était aussi un gros retour. Et l'accompagnement des managers par rapport au management à distance qui était aussi hyper demandeur. Où on avait beaucoup de demandes sur l'accompagnement des managers. Et d'ailleurs, sur la partie offboarding, j'en parle aussi parce que souvent, c'est quand même, on voit une vraie difficulté de communiquer sur les départs. En tant que manager. Et je pense qu'on l'a tous vécu en fait. On a un collaborateur auquel on est très attaché. Il part pour une autre entreprise parce qu'il va gagner, il va avoir un salaire qui a augmenté. Comment est-ce qu'on réagit en tant que manager? Certains managers réagissent très mal parce qu'ils sont très émotionnels sur ce point. Et justement, c'est aussi de les accompagner sur comment gérer un départ. On peut avoir des collaborateurs qui peuvent revenir, des collaborateurs qui vont être ambassadeurs de l'entreprise, des collaborateurs qui vont être des futurs partenaires. Qui ont beaucoup de connaissances et de knowledge sur l'entreprise. Donc finalement, ça paraît contre-intuitif, mais créer l'effet waouh au niveau de l'offboarding pour donner envie aux collaborateurs de revenir, pour structurer un programme de passation, pour avoir des retours sur l'expérience, on va apprendre beaucoup de choses. Alors évidemment, toutes les organisations ne sont pas prêtes sur ces sujets-là, mais c'est quelque chose en tout cas qui émerge beaucoup et sur lequel typiquement on est pas mal sollicité. Voilà, donc je voulais aussi ouvrir un peu le scope autour de l'expérience collaborateur de manière plus large et vous faire part un petit peu de ces différents points. Je vois qu'Elisabeth propose de faire une méga fête pour que les nouveaux collaborateurs se rencontrent. Je crois que tout le monde a très envie de faire la fête, hein. Mais en effet, on attendra post-Covid en espérant que ça puisse aller très vite. Donc voilà, écoutez, en tout cas, alors là, je vais prendre quelques questions pour terminer.
En tout cas, merci d'avoir été présent, merci de nous avoir suivis. Comment l'offboarding, comment annoncer le départ d'un salarié sans faire peur à toute l'entreprise? Je vais peut-être répondre, et puis Louis, si tu veux compléter. En fait, je pense que l'idée, c'est vraiment d'être clair sur pourquoi le collaborateur part, rassurer sur le fait que, par exemple, ce poste va être remplacé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas lié à la situation économique de l'entreprise. Si ça l'est, peut-être être transparent sur les difficultés. Alors après, on n'est pas obligé de révéler tous les chiffres, hein, clairement, mais c'est de dire, OK, aujourd'hui, suite au Covid, il y a un contexte qui est difficile, on va devoir se serrer les coudes. On avait par exemple le CEO d'Airbnb qui, pendant le Covid, en fait, a lay-off une partie de son entreprise, mais qui l'a fait de manière très élégante, avec, en garantissant, par exemple, une assurance médicale pendant plusieurs mois à ses salariés, en mettant les profils de ses salariés qui partaient sur Internet avec la possibilité de les contacter, en expliquant vraiment, et je vous remettrai cette lettre si vous voulez, dans un commentaire post-webinaire. C'était vraiment très, très bien fait. Et les gens avaient apprécié, malgré le contexte, avaient apprécié la façon dont ça avait été annoncé. Donc, c'est un super exemple dont la façon dont ça peut être annoncé. Ouais, en fait, le vrai danger, c'est la non-communication, justement, quand un salarié part. Je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Et vraiment être, comme tu disais, la transparence, c'est hyper important. C'est vraiment ce qu'il y a de plus authentique et de plus simple pour les candidats, et vaut mieux annoncer plutôt que de ne rien dire. Et je suis d'accord sur le fait de dire c'est sain qu'il y a un turnover, pas trop élevé, mais c'est sain pour une entreprise. Je suis entièrement d'accord avec ça, et il faut qu'il y ait un turnover naturel. Mais il ne faut pas qu'il soit trop élevé, parce que le vrai problème, c'est que si on est toujours en train de pédaler, et finalement on doit recruter plus de candidats à chaque fois parce qu'on a un panier percé, on en a déjà parlé lors de nombreuses conférences et webinaires, finalement il y a un coût pour l'entreprise à plusieurs millions d'euros. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se dire, c'est vraiment de pouvoir aussi travailler ce turnover. Et je pense que l'onboarding digital, quand je vois le taux d'équipement, notamment actuel des participants, je vois que plus de la moitié ne sont pas équipés en onboarding digital. Donc, sans vouloir forcément tirer la couverture vers A-Team, ce n'est pas l'objectif, hein. En tout cas pas premier, mais évidemment, on sera ravis d'en discuter et de voir comment ça peut vous aider dans ce contexte. Voilà. Écoutez, je vois que vous êtes encore très nombreux à être connectés, hein, plus d'une 50aine, donc c'est sympa. On va terminer, et puis de toute façon, on va se retrouver très bientôt, hein. On aura des annonces à faire sur notre prochaine actualité. Je ne vais pas faire de teaser, mais il y a des choses qui arrivent très très vite. Donc stay tuned pour nos prochains events et pour nos prochains webinaires. Tu veux prendre une dernière question, Louis? Oui, alors on me demande les canaux de communication à conseiller dans le recrutement. Alors, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a une vraie notion de population à laquelle on s'adresse. On a un client qui recrute beaucoup de jeunes qui ne regardent jamais leur mail, qui parfois n'ont même pas de boîte mail, ou en tout cas une boîte mail qu'ils n'ont jamais consultée. Donc, adapter ce canal de com à la typologie de candidats que vous avez. C'est hyper important. Ça, c'est pour la discussion que vous avez avec les candidats. Et après, de manière générale, sur la communication de vos annonces en recrutement, pareil, adaptez à votre cible. On a plein de clients qui nous disent « Ah, je recrute des stagiaires, il faut absolument que je poste sur LinkedIn. » Ben non, ton stagiaire, il n'est pas nécessairement sur LinkedIn. Allez sur des groupes Facebook pour communiquer vos annonces. Donc vraiment, nous, on part d'un point de départ qui est très marketing, hein, qui est de définir des personas. C'est qui mon candidat cible, où il est, comment il se comporte, et d'adapter en face les moyens de communication. Super, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un petit feedback en live si vous avez appris des nouvelles choses. On vous communiquera les supports également. Oui, vous recevrez le replay. À quand le prochain webinaire, nous demande Clémence. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ça sera encore plus qu'un webinaire même. Ça sera plusieurs webinaires. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, Nathan et moi, pour échanger sur vos problématiques en particulier, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, surtout à distance.
Tout à fait. C'est vraiment aussi, voilà, je pense, un œil expert aussi qu'on apporte grâce à plus de 4 ans, 5 ans d'expérience dans ce secteur, avec 200, 300 clients qu'on voit onboarder, intégrer, avec lesquels on réfléchit. Et donc, du coup, bah, on partage aussi beaucoup cette connaissance pour faire avancer la cause, parce qu'on se bat pour une cause tous ensemble, celle de l'expérience collaborateur, du recrutement à l'employé. Et donc, l'objectif, c'est de faire aussi avancer cette cause. Bon, bah, les feedbacks sont bons, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks en live. Et on vous tient au courant pour la suite. En tout cas, bah, Louis, c'était pris beaucoup de plaisir. Je te remercie pour Merci à cette toi. intervention. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.